Bonjour Jean-Luc et bienvenue pour cette quatrième vidéo sur la méthode expérienne et je te laisse nous parler du sujet du jour. Eh bien, le sujet du jour va être la méditation. Comment on va peu à peu se mettre en méditation. La méditation, je crois qu'il faut la considérer comme quelque chose de très important. Quelque chose qu'on pourrait dire même de vital. Pourquoi? Parce que la méditation va nous permettre de découvrir une chose très importante, qui est la nature essentielle de notre esprit. Donc tant qu'on n'a pas découvert cette nature, on reste ignorant et on reste voué à un certain nombre d'émotions, de troubles, etc. C'est la reconnaissance de cette nature qui nous permet d'avoir une autre dimension, un autre espace. Donc la méditation a toujours été pour moi quelque chose d'essentiel, au point que je médite tous les jours et qu'il faut absolument. Et je vois que quand je ne médite pas tous les jours, très vite je me laisse emporter par le flot des émotions, le flot de la vie ordinaire. Donc si on ne fait pas ce rappel, cette pause essentielle, je crois qu'on est dans le trouble. C'est pas pour autant dire que ceux qui ne méditent pas sont comme des ignorants et ils sont comme des gens qu'il faut... Non, pas du tout. Il y a des gens qui ne méditent pas et qui peuvent très bien vivre comme ça, sans aucune autre objet. Donc la méditation est un peu comme un voyage pour moi et pour ceux que j'invite à méditer avec nous, hein, avec toi Julien. C'est un voyage, donc il faut avoir, quand on fait un voyage, il faut savoir où on va. Bon, et là on va où? À la reconnaissance de notre nature essentielle. Donc on a un but. Il faut reconnaître cette nature. Il faut en être persuadé, il faut en avoir l'expérience. Tant qu'on n'a pas l'expérience de cette nature, on n'est pas arrivé au but. Donc on prend un véhicule pour arriver à ce but. Ce véhicule, c'est la méditation. On prend dans ce véhicule ce qu'il faut pour avoir un voyage le plus aisé possible. Donc on prend un GPS, on prend ce qu'il faut pour que notre voyage soit bien organisé. Et le GPS, c'est un peu le guide que l'on a, qui nous permet de dire un peu à droite, un peu à gauche, tout droit, etc., pour arriver au bon endroit, et non pas à côté. Quand on voit dans notre vie moderne ce qu'on fait pour le corps, on fait beaucoup de choses pour notre corps. On le travaille, on fait de la musculation, on fait des jeûnes, des nourritures qui sont des nourritures bio, on essaye de ne pas l'exposer, etc. On fait beaucoup de choses pour notre corps. On va dans des instituts de beauté, on fait tout, on met des produits, des pommades, etc. pour le rendre le plus séduisant possible. Et alors que pour notre esprit, si on fait le parallèle, on s'aperçoit que pour notre esprit, on ne fait pas grand-chose. On le fait travailler, bien sûr, toute la journée, comme un outil qui fonctionne, qui génère des pensées, qui génère de la créativité, qui génère de l'intelligence, mais voilà, il est pris dans son truc, comme le corps qui est pris dans ses mouvements, mais il n'a pas de... Avec l'esprit, on ne fait pas vraiment grand-chose. On essaye peut-être d'augmenter ses facultés de mémoire, ou ses facultés de lucidité, mais on ne fait vraiment rien pour l'esprit. Alors ce qui est surprenant entre les deux, entre ce parallèle entre le corps et l'esprit, c'est que le corps, on fait des mouvements, hein, on fait beaucoup de choses, alors que l'esprit, il ne faut rien faire justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'esprit dans son état naturel, c'est-à-dire ne rien faire. Laisser l'esprit comme ça, tel qu'il est, voilà, sans aucune objectif précis, on le laisse aller tel qu'il est. Et ça va se faire d'une manière incroyable, sans effort, d'une manière naturelle et d'une manière spontanée. Voilà. Ce sont les trois qualificatifs qu'on peut mettre ici.
Est-ce que ça vous paraît clair? Alors tout à fait, et justement tu parlais d'un GPS tout à l'heure, mais quel est l'outil pour arriver à dompter son esprit et comment s'y prend-on finalement pour méditer? Alors pour méditer, on va un petit peu, effectivement, tu as raison de poser cette question, on va se servir d'un support de la respiration. Le support est très important dans la méditation. Pourquoi? Parce que on a l'esprit qui est pris constamment par des pensées, comme je l'ai expliqué dans un entretien précédent. Et là, on va prendre un support pour que notre attention soit prise par le support de manière à ce que notre esprit peu à peu soit dompté. Parce que notre esprit, actuellement, il est très sauvage. Il est comme on a souvent la comparaison d'un éléphant qui est sauvage, qui est capable de rentrer dans un village et de tout détruire, de traverser, de faire n'importe quoi, alors qu'un éléphant qui est dompté, avec un cornac, il est capable de prendre une poutre et de la positionner exactement à l'endroit qu'il faut sur le faîte de la maison, sur la charpente de la maison. Donc notre esprit actuellement, il faut considérer qu'il n'est pas dompté, qu'il est un peu comme un peu fou. Il va à droite, à gauche, il est pris par de ceci, par cela. Il faut arriver à le dompter. Pour le dompter, il faut le tenir. Il faut mettre une corde entre l'esprit et sa façon de le tenir. Comme on prend une chèvre, par exemple, on l'attache avec un poteau et on la tient. Là, c'est un peu la même chose. On va tenir notre esprit par, justement, ce support de la respiration. Donc, quand on est sur le support de la respiration, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Quand je suis attentif au support de la respiration, à la respiration qui rentre et à la respiration qui sort, je suis un peu bercé, entre, sort, sort. C'est un peu le yin et le yang. J'entre, je sors. Ce bercement, peu à peu, va apaiser notre esprit, va le rendre beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, et il va être bercé exactement comme un enfant qu'on berce dans un berceau. L'enfant s'endort très vite. Là, évidemment, il ne faut pas s'endormir. Il faut tenir le support, être très attentif au support pour arriver à le tenir. Une fois que l'esprit est dompté, il va peu à peu le faire, il va peu à peu s'apprivoiser, il va peu à peu... on peut après couper le lien qui l'attache au support pour le laisser aller librement. Et à ce moment-là, il aura la liberté naturelle de l'esprit qui est une liberté extraordinaire. J'avais peut-être une question, alors je reviens. Est-ce qu'il y a un lieu particulier où il faut méditer? Est-ce qu'il y a un endroit qu'il faut se faire chez soi? Ou est-ce qu'on peut méditer partout? Voilà, ça c'est très important, effectivement, Julien, d'avoir un endroit pour méditer. Je voudrais, avant ça, si tu veux, parler... Bon, il y a l'endroit de la méditation, la posture, et on va prendre les premiers instants de méditation, comme on vient de faire avec la respiration. Mais avant, je voudrais dire une chose très importante pour la méditation. Notre méditation espérienne, elle est droit au but, c'est d'aller à la liberté, à la nature de notre esprit. C'est ça notre objectif, droit au but. Pouf. Mon maître Kalorim Poché, dans ses enseignements, disait que cette nature, il avait 4 qualificatifs pour la signaler, pour la nommer. Il disait que cette nature est tellement simple que si je vous disais sa simplicité, que vous ne me croirez pas. Donc, ça veut dire que pour atteindre cette nature, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de passer des années en pratique, en rituel, en dogme, en croyance, etc. Pas du tout. On peut avoir cette simplicité, cette nature très rapidement. Il disait, deuxième chose, qu'elle est très proche, cette nature. Tellement proche qu'elle est en nous. Elle nous habite. Et il nous disait, par exemple, vous avez pu le constater, par exemple, cette nature, vous pouvez l'expérimenter
quand vous éternuez, par exemple. Quand tu éternues, après l'éternuement, il y a une espèce d'espace qui se crée et qui est sans remous, qui est un espace tout à fait calme et tout à fait incroyable. Il disait aussi qu'on pouvait avoir cette expérience au moment de l'orgasme, effectivement. Au moment de l'orgasme, il se passe aussi un temps absolument extraordinaire, où rien ne se passe, mais tout est dans l'espace, tout est quelque chose qu'on ne peut pas véritablement exprimer. Et le troisième point, il disait aussi qu'on pouvait l'expérimenter avant le sommeil. Juste avant de s'endormir, on a un moment de tranquillité. Bon, bien sûr, dans la vie, il y a d'autres moments où on peut l'expérimenter, comme par exemple quand on est devant un coucher de soleil, quelque chose de merveilleux, on reste bouche bée, on n'a plus de pensée, on est pris entièrement, on est en communion avec le paysage, avec le... La méditation, alors on va revenir à nos moutons, et quelque chose qu'il faut considérer un peu comme sacré. C'est pas, quand on médite, c'est pas n'importe quoi. Il ne faut pas considérer ça comme une petite chose qu'on fait comme ça, à la vache te pousse. Il y a un côté sacré. Ce qui veut dire que il faut trouver dans notre maison, dans notre appartement, dans notre maison, un lieu pour méditer. Hein, ce lieu doit avoir un certain nombre de qualités, notamment c'est un lieu qui doit être à l'abri des bruits, qui doit être donc un endroit tranquille, où on n'est pas dérangé pendant le temps de la méditation, un endroit où on se sent bien, où on se sent dégagé. Alors ça peut être une partie de notre chambre qu'on consacre à la méditation. C'est bien de consacrer un espace à la méditation. Dire ça, c'est mon espace de méditation. Ça sera mon espace de méditation. Et moi, j'invite tous ceux qui vont nous suivre dans cette épopée, dans cette aventure, de choisir un lieu de méditation chez eux, dans leur maison, dans leur appartement. Mais ça peut être pas grand-chose, ça peut être 1 mètre carré, histoire de mettre un tapis et un coussin de méditation, avec peut-être un petit autel ou rien du tout, ou une statue ou quoi que ce soit, et puis de dire ça c'est mon coin. Alors, il faut se déchausser, il ne faut pas marcher dessus, il faut le tenir propre, enfin c'est un peu un lieu sacré, quoi. Il faut qu'il soit... et on s'aperçoit que quand on a vraiment défini notre lieu de méditation, simplement le fait d'y aller, de s'asseoir, on est déjà en méditation. Automatiquement ça va se faire, ça va se produire, parce que c'est un lieu qui est sacré. Alors je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un prêtre qui vient pour le bénir, ou que le pape vienne pour le... Pas du tout, ce n'est pas nécessaire, mais c'est un endroit sacré. Et il faut effectivement, quand on est sur son petit coussin de méditation, il faut qu'on ait un espace devant soi. Il faut quand même qu'on ait... Parce que je sais que les zen, par exemple, ils méditent devant un mur. Bon, puis alors, ils ont une position qui est très difficile à prendre, donc on passe... Alors on a ce mur qui vous bloque, c'est le cas de le dire. On a cette position qui vous bloque aussi parce qu'on est tiraillé dans tous les sens, on n'arrive pas à se tenir, donc on est plus pris par ce tiraillement pendant toute la et puis il y a un type derrière, il y a un maître qui vous donne un coup de bâton si vous déviez de la qualité de votre posture. Nous, c'est pas du tout ça. Dans la méditation que l'on fait, au contraire, on cherche le confort. Le confort. Il faut que quand on s'assoit sur le coussin, on se sent bien, détendu. Voilà, la détente est très très importante. On aura l'occasion d'y revenir, de faire des exercices de détente. Il y a plusieurs exercices qui sont très intéressants. Et il faut se détendre, se sentir bien, à l'aise. Voilà, ça c'est très important. C'est la chose la plus importante, la détente et se sentir bien. Alors, pour se sentir bien, je reviens au lieu de méditation, il faut quand même se mettre un petit tapis de méditation. Un petit tapis, voilà, un truc comme ça, un coussin qui est un peu molletonné, qui est un peu épais, de manière à ce que quand on s'assoit, on ne soit pas directement sur du dur, parce qu'au bout d'un certain temps, on aura mal. Un coussin de méditation qu'on appelle le zabukon, enfin certains l'appellent. Il y a un site internet qui est très simple, qui s'appelle Chin Mudra, Chin, C-H-I-N. Ils vendent ça très peu cher, ce petit coussin de méditation,
Et il y a un coussin, il y a donc le tapis de méditation, et il y a un coussin qui est là, voilà, c'est ça, qu'on appelle le safou, qui est très rembourré, et qu'on met sous les fesses en le basculant. C'est-à-dire que les fesses viennent ici, et il va se remonter un peu à l'arrière. Voilà. Mais ça, bon, disons que c'est pas obligatoire non plus d'avoir ces deux éléments pour méditer. On peut très bien prendre une couverture, la plier en plusieurs pour faire un petit coussin, et ça, prendre un truc qu'on a chez soi, c'est pas ça qui doit manquer, et c'est pas ça qui va coûter cher. Alors, maintenant, une fois qu'on a notre lieu, un lieu qui est bien clair, qui est bien sacré, on fait très attention, on le positionne bien. Alors bon, il y a une position vis-à-vis des expositions nord-sud, mais ça on ne va pas rentrer là-dedans trop vite, c'est pas la peine. Donc maintenant il y a la posture. Alors on est assis comme ça, les jambes repliées, un peu comme je le fais là. On n'a pas besoin de prendre la position du demi-lotus, c'est-à-dire une jambe comme ça sur l'autre, ou les deux, c'est pas la peine, ça sert à rien. Enfin ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas utile. Là, on a cette position qui est une position de stabilité. Pourquoi? Parce que ça forme un triangle, un premier côté qui est là, après un deuxième côté qui est là, et qui va au périnée. Et de ce périnée, il y a une verticale qui monte. Alors je peux faire un petit croquis, si tu permets, mais très, très simple. Je t'en prie. Donc on a notre triangle qui est posé sur le tapis, donc on a notre triangle qui est là, voilà. Ça, ce sont les jambes qui sont là et l'autre jambe là. Et là, on a nos cuisses qui sont là. Hein, ok. Ça, c'est posé sur le tapis, notre triangle de méditation. Et de là, ce point-là est très important, parce que de ce point-là, il y a une verticalité qui va se faire, qui est ici. Voilà. Voilà, il y a une verticalité qui va être vers le ciel, en haut, donc l'énergie du ciel, et là, l'énergie de la terre. Alors pourquoi ça? Simplement pour expliquer qu'il faut que le corps soit droit. Voilà, tout simplement, il faut que le corps soit dans cette rectitude. Donc on a la colonne vertébrale, il faut que le canal central, qu'on appelle le canal central, soit devant la colonne vertébrale et soit vertical. Pour que quand on médite, on ait l'énergie du ciel et l'énergie de la terre en correspondance. Et cette énergie va s'unir au niveau du cœur. Voilà. Donc, on est sur notre petit coussin, on est sur notre tapis, on a la verticalité. Bon, je me tiens en verticalité. Bon, il ne faut pas non plus... il faut être très naturel, très détendu. Donc, le corps est comme ça. Il ne faut pas être trop en avant, parce que si on est en avant comme ça, on a envie d'une certaine torpeur. Si on est trop comme ça, c'est les gens qui sont un peu pleins d'abus, un peu d'eux-mêmes, ils sont toujours là. Non, il faut le regard porter ils disent une longueur de flèche, les Tibétains, porter comme ça, on laisse le gars. Alors il y en a qui préfèrent fermer les yeux, d'autres les ouvrir. Il faut pas écarquiller les yeux, parce que alors là on met de l'énergie là où il ne faut pas. Il faut simplement laisser les yeux se détendre. Alors on peut par moment les fermer, par moment les laisser à peine ouverts. Ça c'est chacun fait comme il veut. C'est très important dans la méditation hespérienne, justement, c'est de laisser la personne être comme elle le souhaite. C'est-à-dire, on ne va pas imposer, on n'impose rien dans cette méditation, on n'impose rien du tout. On n'impose pas le fait d'entrer dans une tradition, d'être sur un dogme ou d'être dans des trucs, des enseignements, des rituels, pas du tout. Non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la méditation. Donc, ce qu'on va faire, c'est être plutôt des guides de méditation. C'est-à-dire qu'on va méditer ensemble, les gens vont pouvoir peut-être s'inscrire à notre page, on verra avec Julien comment ça va se faire, et à ce moment-là, on fera des méditations qui seront guidées, pour que les gens puissent comprendre ce qu'on va faire. Mais ce qu'on va faire, ça va être très simple. C'est la simplicité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la simplicité. Trop proche, trop profond. Ah oui, j'avais oublié cette qualité de trop
trop profond, parce que c'est tellement profond le fait de reconnaître cette nature que c'est quelque chose de... Les qualités de cette chose-là sont inexprimables, sont tellement importantes, et c'est parfait. Alors, les quatre qualités, en fait, je l'ai oublié. Il y a la simplicité, il y a le fait qu'elle soit là, présente, la profondeur et la perfection. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, parce que c'est vraiment extraordinaire, quand on reconnaît cette nature, et une fois qu'on l'a reconnue, on va s'installer dedans, on va s'installer, on va se baigner dans cette nature, on va rentrer dans cet état de nature absolue, on va y aller, on va se... Et de manière qu'après, quand on va dans nos occupations ordinaires, on sera intégré à cette pratique. C'est-à-dire cette pratique va se déverser, en quelque sorte, dans notre vie quotidienne. Donc, le système est très simple. On découvre, on s'installe, on prend nos êtres, on se baigne, exactement comme on prend un bain de félicité, parce que c'est effectivement un bain de félicité. Et puis après, on sort de ce bain et on va à nos occupations, mais on aura toujours et on va le voir comment ça va se produire, on aura en nous cette présence de l'état naturel, qui ne va plus nous quitter, même pendant la mort. Donc on va casser tous les cloisons, tous les trucs, et on va s'exploser à notre nature essentielle, qui est à nous, qui est notre propre nature. On ne va pas chercher la nature de Bouddha ou la nature de Shiva pour nous la mettre, non, elle nous appartient. C'est notre propre nature. Chacun a sa propre nature. On dit même que des gens qui ont fait des pires abominations, des gens qui sont en prison, des gens qui sont machin, ils ont cette nature. Ils peuvent méditer sur cette nature. Donc il faut donc pratiquer. Alors, on va se mettre sur son petit siège. On fait 3 grandes respirations sabres, qu'on appelle les respirations sabres, parce que ça nous coupe de notre ordinaire, ça nous coupe tout. Donc, crac, on coupe. Et après, on prend notre respiration. Alors, bon, il y a 3 niveaux de respiration. Il y a le niveau haut, qui est le niveau où on respire par le nez et par la bouche. Le niveau moyen, où on respire par les poumons qui se gonflent et qui se gonflent, et puis le niveau ventral, où on respire par le ventre. Le ventre se gonfle. Là, on fera la prochaine, peut-être l'entretien numéro 5, on ira à la respiration ventrale, parce que dans l'espérienne, c'est la respiration ventrale qui est notre support privilégié, notre support souverain. C'est lui qu'on va travailler, c'est lui sur lequel on va s'aider. Et on expliquera pourquoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de qualités à prendre ce support ventral. Donc, on est là, tranquille, le corps à peu près droit, sur notre petit coussin, un tapis qui nous permet d'être bien isolé du sol, avoir froid. Il ne faut pas avoir froid dans la méditation. Il ne faut pas, par exemple, méditer après un repas, ou après, il faut méditer le matin, par exemple, de bonne heure, ou le soir. Il ne faut pas méditer entre 2 activités. Enfin, il faut avoir quand même des temps de méditation et se dire, bon, on va méditer, par exemple, tous les jours, d'une manière régulière, avec patience et persévérance, par exemple, tous les matins vers 8 heures avant d'aller au travail, ou alors le soir, s'il y a des gens qui sont plus matinaux, et d'autres qui sont plus du soir. Donc on choisit son temps, on essaye d'être assez régulier. Paf, 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 pour arriver à notre... Justement, j'avais une question. Tu conseillerais, quand on débute dans la méditation, combien de temps par jour Ah, voilà. Effectivement, au début, quand on commence à méditer, il ne faut pas faire des sessions trop longues. Parce qu'après, on perd le support, on oublie le support et on retombe dans nos pensées, dans nos divagations, dans nos rêveries. Moi, je pense qu'au début, il faut méditer très peu de temps. Ça peut être 5 minutes, simplement. C'est déjà pas mal, 5 minutes. 5 minutes de bonne méditation, c'est déjà pas mal du tout. Et puis après, on augmente le temps. Alors, on augmente le temps, ça peut être 7 minutes, 10 minutes. Et puis dès qu'on sent qu'on est un peu... qu'on perd le support, qu'on perd la vivacité et la clarté du support, on se lève et on quitte, pour reprendre après. Voilà, il vaut mieux faire des petites pratiques régulières
qu'une longue qui est finalement pas très bien. Il vaut mieux faire des petites. Voilà. Après, on augmente le temps. Certains grands méditants font des sessions de 20 minutes, par exemple. 20 minutes, on considère que c'est une bonne truc. Et puis après, ils se lèvent, après, voilà, 20 minutes. Puis d'autres qui méditent beaucoup plus longtemps. Hein. Qui tiennent les ficelles, comme on dit dans notre jargon espérien, qui tiennent la ficelle pendant toute la journée, par exemple. Hein, qui ne quittent pas cette nature. Quoi qu'ils fassent, même quoi qu'ils fassent, même qu'ils se lavent, qu'ils aillent aux toilettes, ils gardent toujours cette nature en eux. Ouais. Ça, c'est extraordinaire, d'ailleurs. Donc pour conclure, parce que là, on va conclure, on arrive au temps. Pour conclure, je vous exhorte à méditer. Bon. Vous n'êtes pas obligé de méditer la méditation espérienne. Bien sûr, vous pouvez méditer n'importe quelle méditation. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Il y a la conscience, la présence de la conscience, il y a la méditation du petit bambou. Hein. Il y a beaucoup de méditations qui existent sur le marché. Oui. Il y en a beaucoup. Mais ce qui est très bien, parce que ça montre que la méditation est une chose importante. Et voilà, nous on propose cette méditation aspérienne parce qu'elle est très simple. Elle va droit au but, comme l'OM, droit au but, boum, 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 et qu'elle est très facile à prendre, qu'on va la prendre ensemble, qu'on va se guider mutuellement. Les gens qui ont des questions pourront y répondre et pourront peu à peu arriver à découvrir cette nature essentielle. Alors cette nature, vous me direz, combien de temps je vais commencer à la saisir? Très vite, parce qu'elle vous appartient. Elle est très simple, elle est très proche. Mais Kalomboshi disait, mon maître disait, elle est tellement proche de vous qu'elle est là. Donc il suffit de se mettre en détente, de ne plus avoir de pensée pour qu'elle apparaisse. Bon, je suis là par exemple. Je respire. J'ai aucune pensée. Donc, je me sens dans mon état naturel. Bon, là, pof, ah merde, il y a une pensée qui arrive. Demain, il ne faut pas que j'oublie. Ah, merde, une pensée qui arrive. Bon, je laisse passer. Et je reprends mon support. L'air qui rentre, l'air qui sort. Rien que ça, c'est déjà extraordinaire. L'air qui rentre, l'air qui sort. Et chaque fois que l'air sort, on se détend. L'air qui sort, on remplit. Et l'air qui sort, l'air qui rentre, on remplit, et l'air qui sort, on se détend. On se détend. J'emplis, je me détends. J'emplis, je me détends. Et après, on arrête, on fait un petit truc en disant je fais cette méditation pour le bien de tous les êtres, par exemple, parce que c'est très bien de faire ça, pas uniquement pour soi-même, mais pour tous les êtres. Et puis on se lève, et puis on va à nos occupations. Mais on va à nos occupations d'une manière déjà un peu différente, parce qu'on aura appris à notre esprit de rester en paix, de rester dans la sérénité, et pas dans l'angoisse. J'ai encore un petit temps, je peux raconter encore un truc ou c'est tout? Oui. Bon. Par exemple pour la mort, bon, il y a une chose, bon, moi évidemment je suis préoccupé par la mort, parce que je suis quand même assez âgé, donc la mort peut m'arriver à chaque instant, bien sûr, comme tous les êtres. Mais la mort, je pense, c'est un peu comme quand on sait ce qui va vous arriver, on n'est plus angoissé. Quand on sait comment la mort va se passer, on n'est plus angoissé. Quand on sait ce qui va se passer après la mort, on n'est plus angoissé. Pourquoi? C'est exactement comme vous arrivez sur une route, vous voyez un serpent devant vous, oh là là, vous commencez à paniquer, vous avez le serpent qui vous regarde, vous avez l'impression qu'il va vous sauter, vous commencez à avoir des tremblements, des sueurs, vous ne vous sentez pas bien du tout, et puis vous vous approchez, ah merde, mais c'est pas un serpent, c'est une corde qui est enroulée. Donc automatiquement, votre peur, votre angoisse tombe. C'est la même chose pour la mort. Une fois qu'on a médité vraiment, parce que la méditation nous apporte beaucoup de choses, hein, on s'aperçoit que même la mort n'est plus une angoisse. C'est quelque chose qui va venir finalement dans la méditation. D'accord. Écoute, merci Jean-Luc pour cet entretien, et puis on vous donne rendez-vous au prochain entretien. Merci.